Signe. Voyons, ce n'est qu'une formalité. La voix de Nathalie vibrait d'irritation. Tu sais que j'ai toujours été là pour toi. Tu ne peux vraiment pas m'aider maintenant? Nathalie, je ne peux pas signer comme ça. Tu comprends que le cautionnement, ce n'est pas une simple formalité? Si quelque chose tourne mal, c'est moi qui devrais payer. Je serrai le téléphone plus fort que nécessaire, sentant une boule froide se former dans ma poitrine. Un silence d'une seconde. Puis, d'un ton sec, elle a lâché. « Eh bien, ça veut dire que tu es une étrangère pour moi. Souviens-t'en. » J'ai raccroché et je suis resté longtemps assise dans l'obscurité de la cuisine, écoutant l'eau gargouiller dans les radiateurs. Mon cœur battait comme si j'avais couru un marathon. Nathalie et moi avions toujours été proches. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous avions grandi à Lyon, dans un quartier populaire où les immeubles sont gris et les aires de jeu usées par le temps. 5 ans nous séparaient. Quand j'étais petite, Nathalie était mon héroïne. Lorsque les garçons du quartier se moquaient de mon vieux manteau, elle me défendait, capable de repousser un gamin ou de me ramener à la maison par la main. Mais au fil des années, son impulsivité et ses choix hasardeux avaient creusé un fossé entre nous. Nos parents étaient des gens ordinaires. Notre père, Jean-Marc, professeur d'économie, savait expliquer les choses complexes simplement. Il répétait souvent « L'argent est un outil, pas un but. Ne gaspille pas l'outil. » Notre mère, Claire, infirmière dans une clinique, insistait sur l'entraide familiale tout en nous apprenant à calculer le coût de cette aide. J'avais suivi leurs traces en matière de prudence financière. Après mes études, j'avais trouvé un emploi dans une agence immobilière, économisant peu à peu. J'avais acheté un petit appartement à crédit que j'avais remboursé en 7 ans. Les rénovations avaient englouti presque toutes mes économies, mais j'étais fier. C'était à moi, gagner honnêtement. Nathalie avait choisi une autre voie. Charismatique, sociable, elle se faisait facilement des amis, mais l'argent lui filait entre les doigts. À 23 ans, elle avait épousé Grégoire, un commercial doué pour les belles paroles et les cadeaux généreux, souvent à crédit. Leur relation, marquée par des disputes fréquentes et des dettes croissantes, avait terni l'image de la sœur protectrice que j'avais connue. Tout a commencé autour d'un dîner familial chez nos parents. Nathalie, se penchant légèrement vers moi, a lâché comme si de rien n'était. Avec Grégoire, on a trouvé la maison de nos rêves. 2 500 000 €. La banque approuve le prêt, mais il nous faut un garant. J'ai failli m'étouffer. Un garant? Pourquoi moi? Parce que ton historique de crédit est impeccable et tu es de la famille. Ce n'est qu'une signature, rien de plus. On paiera nous-mêmes, a ajouté Grégoire avec un sourire, comme si on parlait de couper un gâteau. Je vais y réfléchir, ai-je répondu, sentant une vague d'angoisse monter. Mais ils ont pris ma réponse pour un quasi-oui. Le lendemain, Nathalie m'a envoyé les documents du contrat. J'ai consulté Nicolas, un avocat spécialisé dans les transactions hypothécaires. Il a parcouru les papiers, fronçant les sourcils. « Anne, ne t'engage pas là-dedans. Grégoire a des dettes anciennes et un prêt en retard il y a 2 ans. S'ils arrêtent de payer, ce sera à toi de le faire. La banque ne cherchera pas à savoir qui est en tort. » « Mais c'est ma sœur, ai-je objecté, hésitante. Sœur ou pas, quand il s'agit d'argent, les gens changent. Ces mots m'ont hanté, les choses ont empiré. Nathalie m'appelait tous les jours. « Tu sais qu'on ferait tout pour toi. Tu trahis la famille. Tu es juste jalouse qu'on ait une plus belle maison. » Grégoire n'était pas en reste. Un jour, il m'a dit au téléphone « Tu ne penses qu'à toi. C'est l'opportunité de notre vie et tu nous mets des bâtons dans les roues. Si ça échoue, ce sera ta faute. » Les réunions familiales sont devenues tendues. Maman essayait d'arrondir les angles, mais papa restait silencieux. Il savait que j'avais raison. J'ai proposé des solutions plus abordables, comme une maison à 1 800 000 € dans un quartier voisin, mais Grégoire a ricané. Je ne vais pas vivre dans un taudis. Puis est venu cet appel qui a tout changé. Quelques jours plus tard, Nathalie est arrivée chez moi sans prévenir. « Discutons au moins », a-t-elle dit en entrant comme si elle était chez elle. « Qu'est-ce que ça te coûte ? On se bat, Grégoire et moi. Vous voulez acheter une maison hors de vos moyens. Tu ne comprends pas, j'en ai marre de vivre en location. Et moi, j'en ai marre que tu veuilles me coller vos dettes. » Ses yeux se sont assombris. « Très bien, souviens-toi de ce moment. Quand tu auras besoin d'aide, je ne serai pas là. » Elle est partie en claquant la porte. Au travail, je n'arrivais plus à me concentrer. Une collègue m'a demandé ce qui n'allait pas et j'ai lâché. « Ma sœur veut que je sois garante pour leur prêt immobilier. » J'ai refusé.
Elle a hoché la tête. Tu as bien fait. Être garant, c'est s'enchaîner volontairement. Un voisin a fait ça pour son frère et a payé son prêt pendant 3 ans. Ces mots confirmèrent ma décision, mais ne soulagèrent pas ma peine. Un soir, maman m'a appelé. « Anne, tu ne pourrais pas céder? Tu connais Nathalie, elle est fière, mais elle a du mal. »« Maman, je ne peux pas. S'il ne paye pas, je perds tout. Je sais. Je ne veux juste pas que vous vous disputiez. » Moi non plus, je ne voulais pas, mais le fossé entre nous grandissait. À la fin de la semaine, j'ai envoyé un long message à Nathalie. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que je ne pouvais pas risquer mon appartement. Je proposais de chercher d'autres solutions, mais pas de cautionnement. Sa réponse, 5 minutes plus tard. « Ok, tes sous comptent plus que la famille. » La nuit suivante, un bruit sourd m'a réveillé. Pensant d'abord aux voisins, j'ai entendu un coup plus fort à ma porte. Il était minuit moins 20. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. À travers l'œilleton, j'ai vu Nathalie et Grégoire, les visages tendus, celui de Grégoire rouge de colère. « Anne, ouvre, il faut qu'on parle !» a crié Nathalie. « Il est tard, on parlera demain. »« Ouvre la porte, ne m'énerve pas !» a rugi Grégoire, secouant la poignée. Un grincement métallique a retenti. Il frappait la porte avec force, et la chaîne, mal fixée, a cédé. La porte s'est ouverte, et ils sont entrés. « Tu te rends compte que tu nous as fait perdre la maison ?» Grégoire avançait vers moi, la voix tremblante de rage. « Tu as tout gâché. » »« Je n'ai rien gâché. Vous avez choisi une maison trop chère. »« Tais-toi !» Il m'a saisi par l'épaule. Une douleur aiguë m'a traversé, et j'ai crié. Il m'a poussé contre le mur. Son poing a frappé mon visage. Tout s'est brouillé, un bourdonnement dans les oreilles. Il suffisait de signer. Il m'a tordu le bras, si fort que je pouvais à peine respirer. J'ai entendu Nathalie, près de la porte, dire d'un ton sec « Il fallait signer le prêt. » Pas de colère, pas de pitié, juste du vide. J'ai essayé de me libérer, mais il a appuyé plus fort. Un craquement, une douleur insoutenable. « Grégoire, viens !» a dit Nathalie. Ils sont partis, claquant la porte. Je suis resté au sol, tenant mon épaule, le goût du sang dans la bouche. La tête tournait. Il fallait appeler à l'aide. J'ai attrapé mon téléphone dans l'entrée et appelé mes parents. « Anne, que se passe-t-il » La voix ensommeillée de maman s'est faite inquiète. « On m'a frappé. »« Mon Dieu, où es-tu ?»« Chez moi. »« On arrive. » Incapable de bouger davantage à cause de la douleur, j'ai attendu, recroquevillé près de la porte. Quand mes parents sont arrivés, maman a crié « Jean-Marc, appelle les secours !» Mes jambes ont lâché. Je me suis réveillé à l'hôpital. Plafond blanc, odeur d'antiseptique, bruits étouffés. Mon œil gauche était presque fermé, mon épaule droite immobilisée. Maman, assise près de moi, serrait mes mains. Papa, à la fenêtre, regardait dehors, l'air sombre. « Anne, les médecins disent que tu as une commotion cérébrale et une luxation de l'épaule. Tu as eu de la chance. » Papa s'est retourné, les yeux pleins d'une colère sourde. La police arrive dans une demi-heure. 2 agents en uniforme sont entrés, prenant ma déposition. Grégoire, le mari de ma sœur, est venu avec elle. Ils ont forcé ma porte. Il m'a frappé, tordu le bras. Nathalie a dit « Il fallait signer le prêt ». L'officier principal a froncé les sourcils. « Il faudra des preuves, des témoins ?» Mes parents, que j'ai appelés tout de suite. Il y a des caméras dans l'immeuble. On vérifiera. Le lendemain, un ophtalmologue m'a examiné. « La récupération prendra du temps », a-t-il dit à maman. La douleur dans l'épaule était insupportable. La nuit, je me réveillais en tremblant, les mots de Nathalie résonnant. Il fallait signer. 3 jours plus tard, on m'a autorisé à rentrer chez mes parents. Ils ont insisté pour que je reste avec eux. J'ai changé la serrure de mon appartement. La police m'a informé que Grégoire avait été arrêté sur l'autoroute vers Grenoble et Nathalie retrouvée dans un hôtel. Elle sera interrogée comme témoin. Sans preuve directe de complicité, il est difficile de l'inculper, m'a expliqué l'enquêteur. Elle regardait pendant qu'il me frappait, ai-je rétorqué. Moralement, c'est condamnable, mais juridiquement, son inaction ne suffit pas pour une accusation. Une semaine plus tard, lors de la confrontation, Grégoire affichait un sourire arrogant. Nathalie, pâle, le menton relevé, a dit «
Anne, pourquoi fais-tu tout ça? Grégoire voulait juste parler. Tu es tombé. Tombé. Ma voix tremblait. J'ai une fracture et une luxation à cause de sa discussion. Tu l'as vu faire. Grégoire a ricané. T'aurais dû signer, tout serait réglé. L'enquêteur a coupé court, posant des questions précises, mais Grégoire semblait sûr de lui. 6 mois plus tard, l'affaire a été transmise au tribunal. Les expertises médicales ont confirmé une commotion et un trouble de stress post-traumatique. Mon avocat, recommandé par papa, m'a prévenu. La justice est lente, mais les preuves sont solides. Rapports médicaux, vidéo de l'immeuble. La vidéo montrait Grégoire forçant la porte, entrant, puis sortant. Nathalie, immobile à ses côtés. Le procès a commencé en hiver. Dans une petite salle, avec mes parents, le procureur, les avocats, et Grégoire dans le box, toujours avec cet air narquois. Je ne suis pas coupable. On voulait parler, elle m'a attaqué, je me suis défendu. Et la fracture? A demandé le procureur. Elle a dû tomber. Nathalie, témoin, a déclaré d'un ton mécanique. Je n'ai pas vu de coup, j'étais sous le choc. Ces mots m'ont brisé le cœur. Ma sœur n'existait plus. Le procès a duré 6 mois, entre reports et absence de témoins. Je vivais dans la peur que Grégoire ne soit libéré et ne revienne. Alexis, un ami policier, me rassurait. Il ne viendra pas. On l'aura. 6 mois plus tard, le verdict est tombé. Grégoire, reconnu coupable de coups et blessures graves, a été condamné à 8 ans de prison en régime général. Il a baissé les yeux, silencieux, tandis qu'on l'emmenait. À la sortie, j'ai croisé le regard de Nathalie. Pour la première fois, il n'y avait ni colère ni défi, juste le vide. Dehors, sous la lumière printanière, j'ai respiré, mais la peur restait là. La peur qu'une personne aimée puisse trahir, blesser et afficher une indifférence glaçante. Je savais que la guérison, physique et émotionnelle, serait longue et qu'aucun verdict ne ramènerait la foi en la famille que j'avais autrefois.